Les invités de Georges, une émission proposée et animée par Georges Tussin sur les ondes de Radio Axe Sud 105.1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon émission Les invités de Georges. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, chers auditeurs et internautes, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, et nous en sommes ravis. Donc, cette émission est diffusée sur Radio Axe Sud 105.1, mais également en vidéo sur Facebook et les réseaux sociaux, et YouTube également. Aujourd'hui, en cette période de Toussaint, nous allons aborder un thème qui reste souvent un petit peu difficile à évoquer, c'est la mort, le deuil, les métiers d'ailleurs qui entourent justement ces moments si particuliers de la vie. La mort, bien sûr, est une étape inévitable qui nous touche tous. Et à chaque fois, on se pose ces questions. Que se passe-t-il lorsqu'on perd un proche ? Comment se déroule la prise en charge après la mort? Et surtout, quels sont les métiers méconnus qui accompagnent les familles au moment de ces périodes difficiles? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous éclairer dans les coulisses de ce monde peu connu, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui des invités de choix. D'une part, Cindy James Trippier, c'est bien ça, qui est responsable du secteur d'hygiène funéraire occitan. Cindy, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir et merci d'avoir accepté notre invitation, qui n'était pas évident. Donc, à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien. Elle est ravissante, elle s'appelle Ophélie Poli, c'est la responsable de la société des pompes funèbres Poli à Muret. Oui. Ophélie, bonjour. Bonjour. Et moi aussi, je vous remercie d'avoir accepté pour participer à cette émission un peu spéciale. Voilà. Merci. Attention, les âmes sensibles, on prévient quand même. Mais toujours, ça va être très intéressant et passionnant. J'en suis persuadé. Alors, on devait recevoir également le chanteur Nicolas Malbert, qui s'excuse vraiment, il est désolé, mais il a des impératifs professionnels et artistiques. Et donc, c'est notre ami Julien Caballero qui le remplace au pied levé en quelque sorte. Julien, bonjour. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Axe Sud. Bonjour aux invités. Eh bien écoute, merci Julien. Toi tu fais partie intégrante. C'est toujours un plaisir de faire tes émissions, tu le sais, même si le sujet aujourd'hui est un peu compliqué, mais c'est vrai. On va l'aborder d'une façon joyeuse. Un peu légère. Joyeuse, c'est beaucoup dire quand même. Un peu légère. Un peu légère. Allez, il le faut, c'est indispensable. Alors, toi, invité permanent, tu t'occupes surtout de la partie musicale de cette émission et tu vas nous réserver une surprise, tu nous l'as dit. Un autre invité permanent de cette émission, c'est mon ami Guy Rodriguez. Alors Guy Rodriguez, c'est un scénariste, metteur en scène, il écrit de nombreuses pièces de théâtre, mais il est surtout aussi historien et sa particularité, eh bien, c'est d'intervenir dans tout ce qui est les parties histoire, culturelles des thèmes de notre émission. Et d'ailleurs, mon cher Guy, je vais te laisser le micro avant de laisser la parole à Ophélie, de nous parler de ton regard un peu sur les pompes funèbres. Parce qu'on va commencer par le chapitre pompes funèbres. Eh bien écoutez, bonjour mesdames. Bonjour. Ophélie, on va faire en sorte de pas enterrer l'émission. Ouais. Voilà. Il a toujours le mot pour rire, le jeune homme. Donc, on va évoquer les pompes funèbres. Alors les pompes funèbres, ou du moins leur démarche d'accompagnement des disparus, n'est pas moderne. Je veux dire qu'elle ne date pas d'hier, mais plutôt d'avant-hier. En effet, cette approche ancienne du rite funéraire date des premiers hommes préhistoriques qui nous fait comprendre toute l'importance de la place des défunts dans nos sociétés humaines depuis que l'homme est homme. Les Néandertaliens sont l'une des plus anciennes sociétés à avoir pratiqué des rites funéraires, il y a environ 40 000 ans, en Europe et en Asie. Vous voyez jusqu'où va l'arbre généalogique de votre profession, il remonte loin, un ruban d'ADN long comme plusieurs civilisations. Ce métier des pompes funèbres fait le lien entre la rupture du sacré de la vie et l'accompagnement dans l'éternité, dans le pays de l'au-delà. Ce cérémonial indispensable pour honorer les disparus, s'il a changé de forme ou de mise en scène depuis ses débuts, a gardé des éléments communs, piliers dans plusieurs religions et civilisations très éloignées les unes des autres. Chez les Amérindiens, les hindous et les chrétiens, par exemple, si on prend ces trois civilisations, les chants psalmodiés ou lecteurs de psaumes
le feu, la fumée, l'encens, l'élévation des âmes et la purification. La crémation utilisée par diverses civilisations dans le monde depuis peu en Europe. Le rituel de la veillée ou la présence auprès du défunt, les soins mortuaires. Ça, c'est commun à 3 civilisations tout à fait différentes, ou 3 religions différentes éventuellement. Bien sûr, dans le métier moderne des pompes funèbres, il y a l'accompagnement administratif et ce soutien moral indispensable aux familles. Ça, c'est moderne. Bravo. On te remercie pour ce prologue et bien écoute, tu ouvres le débat sur les pompes funèbres et je me tourne vers Ophélie. Première question bien sûr, comment avez-vous commencé dans le domaine des pompes funèbres et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette voie? Alors tout d'abord, moi j'ai connu ça depuis que je suis toute petite parce que mon papa est le gérant de l'entreprise. Et on le fait un coucou, on le salue. Voilà. Et donc du coup, je suis tombée dedans un peu quand j'étais petite, on va dire. Et j'ai fait donc d'autres études quand même, voilà, puisqu'il faut être majeur pour pratiquer donc ce métier. Mais ça m'a toujours plus ou moins intéressée et j'ai toujours eu un rapport avec la mort qui était tout à fait détaché. Enfin, voilà, j'ai jamais eu peur ou de traumatisme ou autre, puisque c'était un sujet de discussion à table le soir, récurrent, on va dire. Donc, et donc, j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis lancée, mon papa m'a embauchée et depuis, j'adore ce que je fais. Voilà. Vous le secondez pleinement. Tout à fait. Vous êtes tombé dans la baignoire, dans la marmite très tôt, là. On peut dire que vous avez apprivoisé cette ambiance. Oui, tout à fait. Quelque part. C'est ça, oui. Et alors moi j'ai un petit mot pour ton papa, parce que je lui fais un coucou d'ailleurs, parce que étant de Muret depuis 1964, je le connais très très bien. Et dans nos quartiers, malheureusement, les personnes âgées, il y en a beaucoup qui sont parties, des personnes à qui je tenais et qui ont été enterrées par ton papa. Voilà. Oui, tout à fait. Je tenais à le saluer. Voilà. Et comme tu dis, il y avait même la société polie du temps des Cro-Magnons. Oui, à l'homme de Cro-Magnon. Donc ça remonte. Il y a 40 000 ans. Il y a 40 000 ans. Bon, plaisanterie mise à part. Quels sont les services que vous proposez? Est-ce que votre entreprise se spécialise dans certains types de funérailles? Alors, on n'a pas de spécialité dans certains types de funérailles. On fait surtout à 99% de rites plutôt catholiques, protestants, plutôt la communauté chrétienne. Oui. Puisque pour les rites musulmans, juifs, il y a des pompes funèbres qui sont dédiées pour ces rites-là et qui permettent d'accompagner les familles mieux que nous qui sommes pas... voilà, parce que chaque rite est différent. Et le but, c'est que les familles soient accompagnées... le plus parfaitement possible et dans les volontés et les rituels de leur religion, voilà. Tous les morts ne se ressemblent pas. Hein. Non, tout à fait, exactement. Après, on propose voilà, les services de pompes funèbres classiques, les cérémonies civiles, religieuses, les crémations, inhumations, les transports avant, après mise en bière, la préparation des défunts par notre thanatopracteur. On en parlera dans quelques instants. Et donc voilà, après on fait aussi toute la partie marbrerie qui est en lien du coup fortement avec les pompes funèbres. Donc voilà, la construction de monuments, la gravure, voilà. Les plaques funéraires également, le monde de Toussaint, tout ça. Voilà, la vente d'articles funéraires également. Vraiment tout ce qui peut toucher aux pompes funèbres et à la marbrerie. Ouais. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a quand même plusieurs religions au niveau musulmane, africaine, asiatique. On parle beaucoup justement des funérailles asiatiques. On n'en voit pas tellement comme... Vous savez comment ça se passe? Où sont enterrés les Chinois? Exactement. Ben écoutez, nous non plus, on en fait très très peu. Je pense que ça fait 7 ans que je travaille avec mon père et je pense que j'ai fait 2 enterrements de quelqu'un qui était de la communauté asiatique. Donc, ah oui, c'est curieux. Je ne sais pas. Alors moi, pour la petite anecdote, j'ai habité 5 ans dans le 13e arrondissement de Paris. Ah oui. Qui est un quartier chinois de Paris. On n'entendait pas parler d'enterrement chinois aussi. Alors, il y a eu plein de rumeurs que je ne répéterai pas ici parce qu'elles sont complètement déplacées. Absolument. Alors, dites-moi, quelle est la différence entre inhumation et une crémation en termes de coût et de préparation? Alors, la préparation est la même, hein, puisque les démarches administratives restent les mêmes, à peu près, à quelques différences près.
Le coût, alors à l'époque, il y a quelque temps, la crémation était moins chère. D'ailleurs, c'est ce que ont dans la tête beaucoup de familles. Mais aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'entre un devis d'une inhumation et un devis d'une crémation, on n'est pas beaucoup moins cher en crémation que pour une inhumation. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Et on peut avoir une idée un peu du prix en partant du prix le plus bas, hein. Alors après, un minimum. Une idée de prix, c'est difficile de vous la dire parce que déjà chaque pompe funèbre pratique ses tarifs. Il faut savoir que nous, on n'est pas soumis à une réglementation au niveau tarifaire, c'est-à-dire que chaque pompe funèbre applique ses tarifs. Donc en fait, ça peut aller du simple au double, ça dépend. Bien sûr. Mais la moyenne nationale, il faut compter à peu près entre 4 000 et 5 000 euros. C'est ce que je pensais. Pour des Après, obsèques. on a une grosse différence déjà dans le choix du cercueil, dans le choix du caveau, dans le choix... Voilà, tout à fait. Donc ça peut passer du simple au... Ah, bien sûr, mais je parle d'une moyenne générale, vous avez très bien cité. En parlant de quelqu'un qui a déjà le caveau, ou voilà, après on est à peu près entre 4 et 5 000 euros, et comme dit monsieur... ça dépend du choix du cercueil, ça dépend des prestations. Après, il y a des prestations plus ou moins chères. Voilà. D'accord. Naître coûte cher, mais mourir aussi. Tout à fait. Peut-être naître coûte moins cher. Oui. Peut-être. Oui, je pense. Je pense, moi aussi. Hein. Ah, si tu comptes les couches et tout, après, hein, quand même. Oui. Quoique... Non, allez, vas-y, continue. Non, moi, maintenant, je pense à un truc sur les funérailles qui ont un certain coût, on vient de le dire à l'instant. Alors, je suppose que certaines familles qui sont dans le besoin ne peuvent pas payer. Alors, comment fait-on ? Alors, quand il y a des familles qui ne peuvent pas payer, quand la personne n'a vraiment aucun revenu, à ce moment-là, c'est la mairie, en fait, qui prend en charge, du coup. Ah, d'accord, voilà, c'est bon à savoir. Qui prend en charge, bon, après, il y a des critères. Il faut vraiment que la personne n'ait pas du tout de revenus, enfin, que la famille, s'il y a de la famille, que la famille, vraiment, ait de très, très moyens revenus. Voire pas du tout. Et à ce moment-là, la famille n'est plus trop libre de choisir ses pompes funèbres puisque la mairie, si c'est elle qui va payer, et ce qui est normal, elle demande au moins 3 devis à 3 pompes funèbres des alentours et elle choisit bien évidemment le moins cher. Voilà. Absolument. Et lorsqu'on trouve par exemple un sans-abri mort sur la voie publique, qu'est-ce qu'il devient ? Par à la morgue, ensuite en inhumation, comment se passe-t-il ? Oui, alors s'il y a un obstacle médico-légal, ce qu'on appelle, donc s'il y a besoin de faire des recherches sur la cause de la mort, donc il part à l'Institut médico-légal sur Toulouse, donc qui est à l'hôpital de Purpan, à la chambre mortuaire de Purpan, et ensuite donc cette personne, voilà, si on ne trouve pas de famille pour cette personne, c'est la mairie du lieu de là où il est décédé qui prend en charge du coup les obsèques. Voilà. Donc il va dans une fosse commune. Voilà, c'est une fosse commune. Nous on appelle ça des indigents. Oui. Voilà. Et ensuite donc la mairie prête un terrain en fait pour donc 15 ans voilà minimum. Ça dépend après des communes. Voilà. Et au bout de tant d'années, le corps est exhumé et ses restes mortels sont déposés dans l'ossuaire communal au cimetière. Ouais. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années à Muret. Lorsqu'ils ont éliminé quelques sépultures anciennes. Oui, tout à fait. Là, c'est parce que du coup, les sépultures, donc, elles n'étaient plus entretenues ou alors ce n'était pas à perpétuité. Et effectivement, de concession, durée de concession. Tout à fait. Ouais. Et effectivement, les mairies se réservent le droit de reprendre des concessions pour pouvoir donc exhumer les corps et ensuite revendre ces concessions, les remettre, on va dire, en état et revendre ces concessions à d'autres personnes qui souhaitent faire un monument. Il n'y a plus de concession à perpétuité. Là. J'allais te poser la question. Les 3/4 des communes ne le font plus, c'est 15, 30 ou 50 ans maximum, mais il y a encore des communes qui le font. Voilà. Mais c'est quand même encore très très rare. Voilà. Mais après 50 ans, on peut payer pour prolonger. Tout à fait. Ouais. Au bout de 50 ans, donc soit la famille est au courant que la concession arrive à terme et de elle-même, elle va renouveler, en fait, on appelle ça un renouvellement de concession. Ou alors, la mairie met un petit affichage devant la tombe en disant « Attention, cette concession arrive à terme, merci de bien vouloir la renouveler ». On le voit dans le cimetière de Muret. Tout à fait, voilà. Et si au bout de tant de temps, la concession, alors le nombre d'années exact, je crois que c'est 3
3 ans, mais je ne veux pas dire de bêtises. Si personne ne se manifeste, la mairie se réserve le droit du coup de récupérer la concession. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait des ossements Pareil à l'ossuaire communal. Réduction et réduction des corps. Très bien. Absolument. Et il y a une législation sur les réductions de corps, justement. Quelqu'un qui souhaite faire une réduction de corps, comment ça se passe? Si le cercueil en question se trouve entre 2 cercueils, il faut l'autorisation de la famille du premier défunt qui est dessus, je crois, pour pouvoir autorisé à sortir le cercueil. On ne peut pas sortir un cercueil. Il faudrait peut-être expliquer ce qu'est la réduction. Elle va nous l'expliquer. Oui, voilà. Donc la réduction de corps ou réunion d'ossements, ça dépend, voilà, les 2 termes sont employés, nous on emploie plutôt réduction de corps, c'est le fait donc d'exhumer le corps, de réunir ces ossements dans un reliquaire qu'on appelle, donc c'est un mini-cercueil, voilà, et de le réinhumer soit dans le même caveau ou dans un autre caveau. En fait, les familles font surtout des réductions de corps pour gagner de la place dans un caveau, voilà. 99,9% du temps, c'est pour ça, ou alors c'est parce que quelqu'un a été inhumé il y a quelques années et ils veulent l'exhumer pour le réinhumer, mais ailleurs. À ce moment-là, on fait également une réduction de corps pour pouvoir l'amener, voilà, puisqu'au bout d'un moment, les cercueils ne sont plus en état d'être manipulés. Oui, décision difficile pour la famille, hein, je suppose, hein, de prendre la décision de réduire un corps. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont assez détachées par rapport à ça. Il y a des personnes, effectivement, qui ne veulent pas du tout faire des réductions de corps. Ça, après, voilà, c'est chacun le ressent comme sa conscience. Tout à fait. C'est surtout dans le degré parental, quand c'est des enfants qui sont décédés. C'est très difficile pour les parents de faire une réduction de corps. C'est intouchable. Ah oui, c'est peut-être possible. Ouais. Alors, moi j'ai vécu quelque chose. Dans la même famille, on a la construction d'un caveau. Donc la personne décédée demande l'autorisation de mettre... la famille de la personne décédée demande l'autorisation de mettre le cercueil dans un caveau, dans l'attente de la fin des travaux de l'autre caveau. Ça se passe comment? Alors, normalement, je me suis mal exprimé, mais voilà. Oui, un transfert de... Vous voulez dire que le corps a été mis dans un caveau provisoire entre guillemets. C'est ça. Voilà. Alors nous, on aime bien répéter aux gens qu'un caveau, c'est comme une brosse à dents, ça se prête pas. Parce que il faut savoir, vous parliez des démarches administratives, il faut savoir qu'il y a les droits, il faut savoir qu'il y a les ayants droit pour le caveau et il y a les ayants droit au corps. C'est 2 choses différentes. D'accord. Pour citer un exemple, si par exemple demain j'ai un caveau à moi, que vous décidez par exemple d'inhumer quelqu'un de votre famille dont vous êtes ayant droit, si demain je ne veux pas réouvrir le caveau, vous donnez l'autorisation de réouvrir le caveau pour que vous l'exhumiez, vous ne pouvez pas l'exhumer. D'accord. Voilà, on a eu justement une histoire comme ça à Muret. Il faut faire attention à ça. Quand on n'a pas de caveau, il y a des dépositoires communaux que les mairies mettent à disposition des familles pour ces cas-là. Et plutôt que de mettre dans un caveau, parce qu'aujourd'hui on peut bien s'entendre, mais demain on peut ne plus s'entendre. Donc il est préférable de se servir de ces dépositoires qu'on appelle. Au moins on a la sécurité de se dire qu'on pourra faire le transfert. Donc même les cadavres peuvent se prendre en otage. Tout à fait. Et voilà. Mais l'image de la brosse à dents, c'est intéressante. Je m'en souviendrai. Voilà. Alors, dites-moi, la crémation est-elle de plus en plus demandée par rapport à l'inhumation et à quoi attribuez-vous cette demande-là? Alors, c'est de plus en plus demandé, effectivement. Après, la crémation n'a pas encore dépassé l'inhumation. On est à peu près sur du 60% inhumation, 40% crémation. Donc, il parle que dans quelques années, on devrait être sur du 50-50. Je pense que c'est lié à ça parce que, déjà, il y a des caveaux qui sont pleins, il y a plus de place. Et puis, parce que la génération d'aujourd'hui, c'est plus la même qu'avant. Les gens ne vont plus au cimetière comme avant. Et puis, ça coûte moins cher. Quand on n'a pas de monument, on fait une crémation, une urne, on peut la mettre dans un caveau où il n'y a plus de place. Ça facilite beaucoup de choses, la crémation. Et on peut la garder chez soi Non, c'est interdit. Voilà. Il y a quelques années, on pouvait. Il y a quelques années, on pouvait, mais aujourd'hui, c'est interdit. Alors, on peut la mettre dans le caveau ou alors sur le caveau? Oui, on peut la mettre dans le caveau, sur le caveau.
On peut disperser également les cendres. Alors il faut des autorisations, j'avais posé la question, c'est pour ça. Est-ce qu'on peut disperser les cendres? Il faut une autorisation pour ça? Oui, tout à fait, on peut disperser les cendres, mais effectivement, il faut une autorisation. Il y a des endroits interdits? Alors oui, la voie publique, les jardins publics, les monuments historiques. Sûrement, voilà, ouais. tout à fait. Pareil, on peut disperser en mer ou inhumer en mer, mais il faut que ce soit à tant de mètres des côtes. C'est quand même assez réglementé. Pour quelle raison? Alors la raison, je la connais pas. C'est la Parce qu'au gré du vent, après, les cendres s'envolent. C'est des marées noires, hein, ça peut revenir. Hein. Toujours le bout pour rire. Non, pour les baigneurs. Non, non. Oui, voilà, et puis même, bon, si vous êtes à la plage, avec vos enfants et que quelqu'un disperse des cendres à côté, oui, bon, ça on peut le comprendre. Voilà. Ça, on peut le comprendre. Une question, on va dire, c'est une question d'hygiène publique. Oui, voilà, Oui, exactement. voilà, exactement. Alors, dites-moi, comment se déroule un peu une crémation là? Si vous pouvez nous décrire le processus du début à la fin, par exemple. Parce que c'est vrai que c'est un peu inconnu. Les portes se referment. Le cercueil part. Alors les portes se referment. Que se passe-t-il? Le cercueil part, il est mis donc sur un chariot et ensuite donc le cercueil rentre dans le four crématoire et donc du coup qui récupère les poignées, les Christ? C'est récupéré et après c'est mis à la poubelle pour être redirigé vers un centre de recyclage. Bien sûr que c'est pas revendu après. Non, alors après nous on voit pas tout ce côté-là. Vous n'êtes pas concerné. Puis voilà, on n'est pas concerné. Parce qu'il est très difficile de faire des reportages. J'en ai rarement vu à la télévision au niveau justement ce qui se passe au niveau crémation. Alors il y en a eu un reportage, c'était en Belgique. Ah. Ouais. Et il parlait justement de ça, de récupération des métaux, et je pense qu'il recycle après. Ah, il recycle. Oui, c'est recyclé après, oui, tout à fait. De mémoire. Là, bien sûr, on part sur quelque chose de macabre. Les os sont broyés, je présume, à la fin de la crémation. Est-on certain que ce sont les cendres? Alors voilà, il y a eu beaucoup de craintes par rapport à ça, mais alors je ne veux pas parler au nom de tous les crématoriums, mais en tout cas, nous, les crématoriums où on va, c'est quand même assez sérieux. Enfin, je veux dire, il y a quand même une traçabilité, il y a quand même le nom, il y a quand même... il n'y a pas d'échange de cendres, non. Et puis, voilà, les personnes qui travaillent dans les crématoriums sont quand même assez consciencieux et font leur travail quand même correctement. On n'en doute pas une seconde. Métier difficile quand même. Une question que tu souhaitais poser, peut-être au niveau des cimetières, parce que j'ai entendu qu'avant il y avait 30 000 cimetières et il n'y en a plus que 16 000 actuellement. Non, on a parlé de la réduction des corps et compagnie. C'est un sujet particulier. Contrairement à ce que l'on croit, il n'y a pas moins de cimetières, il y a surtout moins de place. Il y a surtout moins de place et il y a un gros problème. On parlait de réduction. Alors, je disais, il n'y a pas moins de cimetières qu'avant, mais il y a de moins en moins de places. La crémation, elle serait une solution pour permettre d'augmenter le nombre de places. Une solution. Hein. Mais les columbariums en triplex, puisque maintenant c'est comme ça, une formule de logement... En triplex? Oui, triplex, c'est sur 3 étages. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il y a la terrasse en haut pour l'apéro. Une formule de logement plus adaptée aux besoins des places qui s'accélère avec un facteur étonnamment lié à nos habitudes alimentaires. La consommation de conservateurs tous les jours et dans notre alimentation quotidienne et les prises d'antibiotiques auraient un lien indirectement avec la mort. Non pas que ça puisse faire mourir, non. Ces additifs alimentaires ou médicamenteux courants feraient mourir plus vite, non. Mais le processus naturel de dégradation des corps est altéré. Et des bactéries joue un grand rôle. Et les antibiotiques sont un frein à leur développement. Donc, ce qui fait, et par définition, les conservateurs conservent. Et ça se retrouve après. Il y a des cercueils qui ont été ouverts 10 ans après, le corps n'avait pas bougé. Alors il y a aussi la thanatopraxie qui fait que il y a des éléments de conservateurs dans le corps. Donc ça se dégrade moins vite. Mais c'est pas le responsable. Hein. Bon. Tous ces produits font que les organismes ne se décomposent pas plus aussi vite qu'avant. Donc la formule, pousse-toi que je m'y mette, parce que c'est ce que j'en disais tout à l'heure, se heurte à la valse lente des cercueils dans les tombeaux. Petit à petit, on va avoir beaucoup plus de temps pour faire un turnover, comme on dit. Ouais, où il fallait 3 ans, mais là il en faudra peut-être 10.
Donc moins en moins de place. Ah, oui. Alors la formule de ne pas Problème. trouver qu'il y ait des cimetières, de moins en moins de cimetières en France ou dans le monde, au Canada, je me parlais du Canada, non, je crois pas, non, au contraire. Mais question d'alternative écologique à la crémation et à l'inhumation. J'ai vu parler d'humus, comment je le retrouve plus là, hein. Réduction organique du corps et humusation. Oui, alors donc c'est une formule, vous la connaissez? Encore, non, pas alors, du tout. je vais vous expliquer en 2 secondes ce que c'est. C'est en fait, il y a des écolos qui ont toujours beaucoup d'idées. On pensait que si on faisait une fosse commune et qu'on mélangeait les corps avec la terre, avec des déchets alimentaires, un compost. Il y aurait un genre de compost, et petit à petit, les corps se dégraderaient. Ils n'ont rien inventé, puisque depuis des millénaires, c'est les vers qui s'en occupent, des corps. Mais ils ont pensé que ce n'était pas la peine de faire des fosses individuelles, il n'y avait qu'à faire une fosse commune, et puis jeter les gens là-dedans avec un peu de... Et ça repart à la terre. Et ça repart à la terre. Simplement, on a oublié une chose, c'est que ça pollue. Un corps pollue énormément. Tout à fait. Et il faut des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à ce que la pollution ne compte pas dans la terre. Et là, c'est un gros problème. Mais enfin, ça, c'est des idées, à mon avis, farfelues, qui se heurtent à l'esprit humain. Oui. Ou l'idée qu'on se fait de la mort. Si on commence à ne plus respecter la mort, on ne va rien respecter du vivant. Tout à fait. Par la force des choses. Oui, exactement. Alors dites-moi, quel est le plus grand défi que vous pouvez rencontrer dans ce métier? Et est-ce la gestion des familles, les coûts ou bien d'autres choses là? Des défis Alors je pense que la plus grande difficulté de notre métier, c'est vraiment le relationnel avec les familles, puisque chaque famille est différente, chaque famille a une réaction devant le deuil qui est différente, donc il faut toujours s'adapter. Voilà, il y a des familles qui vont être plutôt au premier abord, quand on va les recevoir, assez froides, d'autres qui vont être vraiment dans la peine, qui ne vont pas arrêter de pleurer, d'autres plutôt qui vont être dans l'humour. Voilà, il faut toujours s'adapter, et c'est ce côté-là qui est difficile. Et l'organisation aussi, des fois avec les mairies, avec les paroisses, etc. C'est plutôt le côté de l'organisation qui est difficile. L'organisation, puis il y a le côté psychologique. Il faut être psychologue en ce qui vous concerne. Oui, alors il faut avoir de l'empathie sans avoir de peine et de tristesse. Voilà. Parce Moi, que, je me suis toujours posé la question, c'est cette étape-là, ça doit être compliqué à passer. Alors c'est au début. C'est un métier. En fait, moi, je ne l'ai jamais ressenti comme compliqué, même au début, parce qu'en fait, je pense que c'est un métier, il faut soit pouvoir le faire, soit pas pouvoir le faire, malgré qu'on ne sait pas si on peut le faire tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais en fait, c'est tellement un quotidien pour nous de voir finalement des gens tristes. Alors, je ne dis pas, il y a des fois, effectivement, on rentre chez nous le soir, on est un peu plus énervé, on est un peu plus... parce que, mine de rien, on accumule quand même on engrange la peine des gens sans forcément... Vous absorbez du négatif, là. Exactement. Et puis, on ne peut pas rester complètement insensible, imperméable. Le plus difficile, c'est quand même, quand on fait des enfants, des bébés, etc., ça c'est quand même compliqué. On a beau être, même je pense Cindy, pour les soins ou autre, on a beau être du métier, en voir tous les jours, c'est quand même plus difficile. Moi je suis maman, j'ai 2 enfants, donc Cindy c'est pareil, donc c'est plus compliqué. Après quand c'est des personnes âgées, on ne connaît pas les personnes, donc on est là pour accompagner la famille, on est empathique, on est là pour les aider et tout faire pour que les obsèques, il faut rester professionnel et heureusement qu'on l'est parce que la famille, ils ont aussi besoin de cette épaule solide, on va dire, pour s'appuyer et tout organiser. Donc si on se met à pleurer autant qu'eux ou voire plus qu'eux, ils seraient complètement déstabilisés et ça se passerait vraiment pas bien. Donc, quoi qu'en Italie, on paye des pleureuses à l'époque. Pas qu'en Italie, dans certaines religions, que je ne veux pas citer parce que bien sûr. Quand c'est une religion, on a l'impression de faire une révolution, mais il y a des religions où on paye des pleureuses. Oui. Et vous, pour être dans le funèbre, vous êtes plutôt joyeuse. Oui, tout à fait. Alors, si on peut dire, pour résumer, le problème, c'est pas le mort, c'est le vivant. Oui, le plus dans la compliqué, relation. C'est les familles, effectivement. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire
si vous n'étiez pas responsable de la société funéraire. Quel métier? Quel autre métier? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Une vocation. Oui, c'est ça. En fait, j'ai tellement été habituée depuis petite à être là-dedans qu'en fait, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire. Eh bien, il y a des évolutions quand même au niveau funérailles, non? Oui. Parce que j'ai appris que maintenant, sur les tombes, on pouvait mettre des QR codes. Que les gens... c'est ça, hein? Tout à fait. Vous allez voir une vidéo. Oui. Ah oui. Tu as la vidéo de la vie de la personne. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'explosion du numérique. Alors, moi, j'en pense pas grand-chose. Après, ça dépend le ressenti des gens. Hein. Soit ils veulent que tout le monde puisse voir, voilà, ou alors... après, c'est des choses qui arrivent, mais il faut savoir qu'ici, en tout cas dans notre région, parce que je ne connais pas trop les autres régions, on est quand même les personnes restent quand même assez traditionnelles. Malgré que, on va dire, les gens se modernisent, mais ils restent quand même traditionnels. Donc je ne suis pas sûre qu'on voit dès demain des QR codes au cimetière de Muret. Mais peut-être après-demain, avec les générations actuelles. Pourquoi pas déjà en premier, oui, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait dans les grandes villes, comme à Paris, comme... Après, est-ce que c'est à la demande du défunt ou c'est la famille qui prend la... Ça, après... Ça, c'est un autre débat. Il faut être un peu sadomaso. Le type qui voit partir sa belle-mère et puis qu'il se la remet en vidéo, après, c'est... Ça dépend si on aimait bien sa belle-mère ou pas. Tout dépend. Tout dépend. Absolument. Je ne donnerai pas mon avis, je le réserve. Une autre question? Non, c'est très intéressant, merci beaucoup. Ah oui, on a appris beaucoup de choses. Ça donne envie de mourir. Hein, ah non, quand même pas. Nous avons le temps. C'est inévitable. On a moins peur. On a moins peur. Non, on sait que c'est elle qui va s'en occuper. Alors, donc, c'est vrai que ça nous rassure. Non, mais un ange qui s'occupe d'un mort, on n'est pas loin du paradis quand même. C'est vrai, c'est gentil. Fais signer. Oui. C'est gentil à toi. Ouais. Bon, avant d'aborder le deuxième chapitre sur ce qu'on appelait les embaumeurs, même du temps des Égyptiens, mais je vous propose, on va marquer une petite... pause musicale avec notre ami Julien. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que tu vas faire. C'est la surprise la plus totale, en adéquation bien sûr avec le sujet aujourd'hui. C'est une surprise même pour moi parce que c'est vrai que tu m'avais prévenu hier ou avant-hier. Hier, voilà. Donc, je vous ai préparé 2 chansons, dont une qui s'appelle Chanson pour un enterrement. Ça pouvait pas mieux. Et la seconde, on verra tout à l'heure. Pour la fin. D'accord. Donc c'est une chanson de Grégoire. Ah. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas, dans un cercueil seul et froid, non je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi, oh oui ça j'y crois. Et je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oh oui ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer, de te voir là sous la terre, non je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence, oh non je n'y crois pas. Mais je crois que tu es là, dans mon cœur au fond de moi, oh oui ça j'y crois. Et je crois que tu me serres comme tu me serrais hier, oh oui ça j'y crois. Oui je crois que tu m'embrasses, que personne ne te remplace, oh oui ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours, tant qu'il reste de l'amour, oui crois-moi. Je ne crois pas à la mort de l'esprit, même si le corps, lui, un jour s'en va. Car je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce, oui ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt jamais l'amour, oh oui ça j'y crois. Oui j'y croirai pour toujours, car ça ne meurt pas l'amour, oh oui ça j'y crois. Crois-moi. Mais j'y croirai pour toujours,
car ça ne meurt jamais l'amour. Oh oui, ça j'y crois. Oui, j'y croirai pour toujours, car il ne meurt pas l'amour que j'ai pour toi. Bravo. Merci beaucoup. Sincèrement, Merci. merveilleuse interprétation. Hein, je pense. Il nous arrache des larmes. Merci beaucoup. Ah oui, très bon choix. Merci. Ouais, Oui, c'est très bien. belle surprise. Comme d'habitude. Chanson pour un enterrement. Julien, Voilà. comme Je d'habitude. pense que Ça vous va. devez C'est parfait comme la d'habitude. connaître. Voilà, Nicolas la chante de temps en temps, effectivement, lors des Ah, obsèques. c'est une chanson bien ciblée de Oui. toute manière. Ah, je savais pas, tu vois. Voilà, ouais. C'est Mais là, c'est là- une synchronicité. Là, Ah tu ouais, c'est là, une tu- là, tu es au synchronicité. cœur de la cible. Ah, complètement. Et je vais te céder le micro parce Oui. que on va aborder maintenant un chapitre particulier sur la thanatopraxie, c'est ça, hein, Oui. avec Cindy. Et tu vas nous en faire un peu le prologue, ton regard sur ce métier L'idée que je m'en fais. mystérieux même. Bonjour Cindy. La mort est un acte violent et la mission des thanatopracteurs, on dit thanatopracteur ou teuse, non? Comment ça se féminise ou pas? Patrice aussi. Patrice, ah, d'accord, d'accord, d'accord. La mort est un acte violent et la mission de la thanatopratrice est d'adoucir l'entrée dans le deuil en donnant au corps du défunt cette illusion qu'il traversera ce temps infini avec l'apparence d'un vivant assoupi pour l'éternité. On veut rendre l'idée de la mort plus douce. Alors les soins de thanaxopraxie, le professionnel va ralentir le processus naturel de décomposition du corps et le remettre au centre de cette assemblée humaine qui va l'accompagner jusqu'aux funérailles. Ainsi, notre esprit troublé par l'image qui s'attache à la vue de la mort est moins heurté. Le thanatopracteur ou la thanatopratrice, telle une portatrice flamande, ravive avec un peu de carmin la couleur éteinte des lèvres. Et les soins esthétiques qui s'ensuivent complètent la préparation vers le deuil et la cérémonie funèbre. C'est le début de ce long processus de thanatomorphose qui va opérer cette ultime démarche. Cette reconstruction des sens accomplie, le deuil peut commencer par la veillée du défunt. Depuis toujours, on a pris soin des défunts, dans le choix des habits, les objets du quotidien qui accompagnent les sépultures et leur bon moment. Grâce à cette pratique chez les Égyptiens, nous avons pu entrer dans le secret des rites et coutumes mortuaires de cette civilisation très ancienne. Ces métiers qui perdurent, donc, peuvent nous apprendre beaucoup sur l'histoire des peuples et du monde. Merci Cindy. Merci à vous. Vous faites un magnifique métier, je vous le dis. J'y crois. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors, bien sûr, comment vous avez choisi ce métier-là? On va dire à peu près la même chose qu'Ophélie. Hein. Ah, vous étiez baigné dedans à votre plus jeune enfance? Nos papas se connaissent depuis 30 ans au moins. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Encore mieux. Ah, d'accord, encore mieux, là. Parce que vos parents étaient dans le métier funéraire? Mon arrière-grand-père, mon grand-père et ma grand-mère, et du coup, mon père qui est devenu thanatopracteur, lui, du coup, Oui. et qui a monté sa société. Et du coup, nous, on est en train de la reprendre, tranquillement. C'est bien. Donc voilà, on perpétue un peu C'est cette histoire de famille. extraordinaire, quoi. ça. Alors, où est-ce que vous pratiquez? Un petit peu sur l'ensemble de Midi-Pyrénées D'accord. et aussi sur Paris, parce qu'on a aussi une succursale d'accord. sur Paris. D'accord. Donc avec des... Mais l'endroit où ça se fait, la pièce où ça se fait. Ah, bah alors ça peut être autant les chambres funéraires que les centres hospitaliers, D'accord. cliniques. Et à domicile? Ah, dans la clinique? Domicile, on peut? Non? Ça se fait plus. Avant, ça se faisait avant. oui, Ouais, ça oui. se faisait. Ah, ça se faisait avant. Pour ma part, je dirais malheureusement. Mais Pourquoi, malheureusement? Pour moi, je parle bien, pas pour les Oui. autres thanatopracteurs. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai vraiment trouvé ma vocation. Ah. Ouais, parce que quand on fait un soin à domicile, donc on s'imprègne de l'endroit, on s'imprègne de la famille, il y a toujours des photos. Ah oui. Et oui, et pour faire le travail, On doit s'imprégner. de- Voilà, on est bien imprégné, on peut savoir si la mèche de cheveux elle est à droite ou à gauche, si la petite dame elle avait des lunettes par exemple, qu'elle n'avait pas. Donc on va demander tout de suite une paire de lunettes pour quelque chose. Voilà, parce qu'on aura vu la photo. Et c'est. Ah, on comprend mieux. Ouais, L'environnement totalement. humain est très important. Ah ben Voilà, oui. pour ouais. Et même pour notre travail, on peut du coup se faire voir à la famille est-ce que ça leur convient ou pas.
Et on peut savoir en fait si ça va ou pas. Et des fois, ils disent oui, ça va. Non, Ouais, là, vous avez compris là, il y a quelque chose oui. qui ne va pas. Donc on va essayer de chercher. Est-ce que c'est il manquait un dentier. Et là, c'est parfait. Et quand ils se mettent à pleurer direct, ben, on sait que Ils l'ont retrouvé. qu'ils Ils l'ont retrouvé, ouais, c'est et il n'y a rien de plus poignant pour moi. Pour moi, c'est ma récompense de voir une famille qui me prend dans ses bras et qui me dit merci, vous m'avez rendu ma maman, quoi. Ça, c'est Enfin, c'est pour moi, c'est pourquoi ouais. je suis tombée amoureuse de ce métier, c'est pour ça. Oui, et vous l'expliquez très bien, d'ailleurs. Une grosse émotion, oui. Ouais. Ouais. Et vous nous la transpirez, Oui, c'est très hein, touchant. cette émotion. Et ce que j'aimerais savoir, moi, c'est le regard de vos proches. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, d'après ce que j'ai compris. Je suis mariée, oui. Oui. Et Votre j'ai mari trois- n'est pas du tout dans le métier. Ah non, pas du tout. Heureusement. Oui, mais comment a-t-il pris cela? Parce que c'est pas... Il a peur. Maintenant, il a peur. Mon Il s'est premier accaré. mari, c'était compliqué, donc du coup, on a divorcé. Oui, ça a Et- été donc... Ça a été une cause de divorce. cause Une de- des causes. Enfin, une des causes. Oui. Non, pas Non, mal. bon. Un peu. On va rentrer dans Non, les non, on détails. rentre Et pas voilà, dans le les... soir, il a eu peur. le soir, quand il deuxième mari, s'endormait, voilà, il dit il a bon. su tout de suite que ça fait quand même plus Puis de elle va 15 ans me que j'exerce, préparer, elle quand connaît même. quelqu'un Ouais, qui va m'enterrer. Où non, est-ce que il j'ai est- mis les pieds? Ça a été. Non, mais ça va. Quand on est franc tout de suite, ça va, il n'y a pas de surprise. Hein. Faites mon Dieu qu'il m'arrive rien, il disait le soir. Oui, et donc votre mari actuel prend très bien... Oui, après, c'est plus compliqué dans la gestion quotidienne, si je puis oui, dire. Parce qu'il est en horaire, voilà. le planning. Voilà. Mais bon, il savait enseigner quand même. Hein. Oui. Ouais, ouais. Et vos enfants, quel âge ont-ils? Alors, j'ai mon grand garçon de 13 ans, ma Ouais. fille de 12 ans et demi, et ma petite dernière de 3 ans et demi. Félicitations. Ouais, merci. Mais alors, dites-moi à l'école, que fait ta maman? Ma maman, elle m'a qu'il est mort. Elle est un autopracteur. Je leur ai dit tout de suite. Et même Ouais. ma dernière de 3 ans et demi, elle sait que je travaille dans le funéraire. Et l'institutrice, Voilà. elle dit Je rien. crois qu'elle comprend pas trop. Non, Non, oui, l'institutrice, pardon. Mais les enfants. Mais moi, je Oui, pense mais que les les enfants, enfants, c'est comme tout. C'est terrible, les enfants. Mais les Rien enfants- n'est plus cruel qu'un enfant à l'école, je oui, parlais. tu parlais de ce côté-là. Non, 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 Mais non. sinon, leur dire la mettez comme vérité. tiens, que j'embaume ce les soit face à la morts, maladie, au métier, il Même faut leur moi, dire la vérité, en bien sûr étant que oui. enfant, je sais pas pour toi, mais moi je n'ai eu aucun problème comme quoi mes parents étaient dans le funéraire. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu de temps en temps des moqueries, mais quand on était vraiment tout petit, en me disant oui, c'est sale, ton papa il est sale parce qu'il travaille avec les morts. Enfin, Et oui, voilà, il y après, a ça tout peut un- arriver, oui, mais des idées. en fait, je pense, et mon papa me disait toujours, mais t'inquiète pas, c'est parce qu'ils en ont peur en fait. Oui, ils ont et peur. qu'ils connaissent pas. Bien sûr. Et en fait, ça m'a pas. Voilà, moi, mes enfants, je leur dis, bah voilà, maman, elle est. Mais mon fils sait très bien que je travaille avec les morts, que. Ils ont quel âge, les vôtres, voilà. du coup? Moi, le grand, il a 4 ans et le dernier, il a 1 an. Ah, j'ai les voilà. petits bouts de chou, Voilà, là. petit. c'est des petits bouts de Très chou, bien. mais enfin, moi, mon fils, si je l'amène dans le garage avec moi et qu'il voit le corbillard, il veut monter dedans, il veut jouer dans le corbillard. Et oui, il est pris Voilà, dedans, c'est normal. Là. Il est pas, voilà, il est un peu comme moi quand j'étais Ouais, petite. oui, oui, quoi. bien sûr. Et en Ouais, fait, ouais. je Avant, veux il y avait les justement, chevaux, la charrette. Exactement. Je veux T'es pas tout qu'il ait seul. cette peur, donc je veux lui transmettre ce que Ouais. moi, on m'a transmis quand j'étais petite. C'est une question d'habitude, vous savez, on se fait à l'idée de la mort en parlant, en la côtoyant. Hein. C'est quand c'est une inconnue qu'on en a peur. Oui, tout à Oui, fait. Et c'est on ne vrai devrait ce pas que avoir tu peur dis. de la mort parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ouais. Mourir, on sait ce que c'est. Mais la mort, on ne sait pas. Elle-même, Moi, c'est mourir dans la ouais. souffrance que je veux pas. Mais mourir, tout le monde, bon, comme on tout sait le qu'on monde. va y passer. Hein, donc, On va On n'a t'arranger pas ça, peur de la Julien. mort. Moi, j'ai pas peur de la Moi, mort. j'ai pas peur de la mort, j'ai mais peur de la j'ai peur de souffrance. mourir. Voilà, ben oui, C'est c'est normal. différent, Ah, c'est deux complètement choses différent. Ah, c'est Non, beau c'est pas ça. ça. Je vais le mettre dans une de mes chansons. Oui. Pour revenir au métier, la formation. Quelle a été votre formation? Alors, oui. Il faut trouver une école de thanatopracteur. Oui. Donc maintenant, il y en a de plus en plus, même à distance. Et on fait le cursus pour au moins avoir la théorie. Enfin, qui est devenu maintenant un concours. Bien connaître l'anatomie également. Ah ouais, il y a c'est anatomie, indice. médecine légale, microbiologie, histologie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Maintenant, ils ont mis aussi un paramètre sur un module sur bien se tenir. Après, je ne sais plus trop ce qu'ils ont mis aussi en plus. Ils ont Ouais. fait, Après, il y a un côté artistique aussi, la peinture, le choix des... Non, il n'y a pas ça aussi? Ah non. Non, pas du tout. Non, D'accord. Non, Maquillage. Le maquillage, oui, oui, le maquillage. maquillage, moi, la peinture. Ça, non. c'est, ouais, Maquillage. on peut le faire. Ça, c'est des formations qu'on peut faire après.
Oui, mais dans formation de base, c'est ce que vous décrivez. Formation de base, voilà. Alors moi, j'avais lu qu'il n'y avait que 2 écoles en France. Non. Il y en a un peu plus. Ouais, il y en a un peu plus. Il y a beaucoup d'appelés, de jeunes qui partent sur ce métier. C'est un métier à la mode avec les experts Miami et tout ça. Oui, comme quoi les séries télévisées jouent pour beaucoup. Après, il y a médecin légiste et thanatopracteur, c'est pas la même chose quand même. Non, c'est sûr. Mais les mêmes dans les séries télévisées, voilà. Parce que dans les séries télévisées, ils sont dans les mêmes lieux. Donc on est là, c'est pour ça. Dans les séries, il y a quand même plus de gens qui arrivent. Il est mort à 14h. Ça, c'est les séries. Oui, c'est dans les séries. Alors, on va passer maintenant au cœur du problème. L'acte. Ce que vous pratiquez, comment vous pratiquez? Quels sont les procédés, en quelque sorte? Parce que on ne sait pas. Qu'est-ce que vous avez une personne décédée devant vous. Déjà, je dis premier bonjour. acte. Bonjour. Déjà. Très bien. Bien sûr. Bien sûr. Très bien. Non, après, voilà, effectivement, je parle avec les personnes. Oui. Parce que ça reste quand même des personnes, malgré tout, même si elles sont décédées. Il faut surtout le dire, et je tiens beaucoup à ce respect-là. Donc, du coup, on injecte un produit donc, à base de formol. Oui. Et ensuite, on fait comme une dialyse, en fait. Ah d'accord, vous retirez le sang de... Voilà, on retire le sang et tout ce qui permet donc la putréfaction. Après, on n'enlève aucun organe, je tiens à le préciser, par rapport à l'histoire de embaumeurs. On n'est pas des embaumeurs. Oui, on n'est pas à l'époque égyptienne. Voilà, parce que embaumeur, c'est vraiment enlever des organes. Donc, nous, on ne touche à aucun organe, on n'a pas le droit, c'est interdit. Donc voilà, on remplace en fait le sang par du formol pour permettre de conserver... Encore combien de temps à peu près? Franchement, ça dépend des gens. Ah oui. Ça dépend des corps. Chaque corps est différent. Ils ont pris des fois souvent des médicaments. Ils sont... Donc on revient à ce que tu viens de dire. C'est impressionnant en fait. C'est du tout au tout en fait. C'est des corps qui vont super bien passer et d'autres on ne va pas comprendre. C'est-à-dire en moyenne de conservation, combien? 10 jours, plus? Non, pas tant. Non? Franchement, ça dépend. Il y a des corps, des fois, ça nous arrive qu'on appelle pour un soin et qu'elle nous appelle en disant « ça sert à rien que je fasse le soin parce que le corps est déjà parti ». Donc en fait, ça dépend vraiment... Quel est le niveau, là, quand vous dites il est déjà parti? C'est une décomposition avancée. Alors, je suis désolé, je vous dis, les âmes sensibles s'abstenir, bien sûr. Non, parce que après c'est mon ressenti, moi, en tant que thanato. Pour moi, il faut toujours essayer. Même si un corps est en décomposition, on ne peut pas dire, il faut essayer, il faut le faire. Parce que déjà, on peut quand même limiter, on a quand même des produits, des produits qui peuvent nous permettre de limiter, si je peux dire, la casse. Il faut essayer, parce que des fois, on a des retours, c'est extraordinaire. Des fois, on se dit juste que c'est un miracle, quoi. On n'aurait jamais pensé. Le avant-après, des fois, c'est impressionnant. Et des fois où on se dit, bon, ben, ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. C'est vraiment tellement aléatoire. Ça dépend tellement des corps, de la médecine aussi d'aujourd'hui, parce que forcément, on passe tous chez le médecin pour rallonger notre vie avec plein de médicaments et tout. Donc ça... Oui, ça influe. Après, ça devient de la chimie, quoi, si je peux dire. Quoi. Donc, et quelle évolution par la suite en ce qui concerne votre métier? Est-ce qu'on va trouver au niveau chimique des produits qui vont encore prolonger la conservation? Plus que le formol? Non, je pense pas. Non? Non, le formol, ils essayent de l'enlever, mais c'est très, très difficile de trouver un substitut, quoi. Ouais. Très difficile. Sinon, ça tient pas, quoi. Et pour vous, c'est pas très dangereux de manipuler ces produits? On a des EPI quand même. On travaille tous avec des EPI. Ah, heureusement. Bien sûr. Bien sûr. Masque à FFP2, masque à cartouche. Éléments de protection individuelle. Après, nous avons dans les chambres funéraires, ceux qui en ont, bien sûr, normalement c'est obligatoire, c'est l'aération. Donc déjà, ça limite. Normalement. Oui, ça pique les yeux quand même. C'est pour ça qu'on interdit donc à domicile les soins. Ça, et après, pour le travail aussi du thanatopracteur, parce que sur les lits à l'ancienne, comme je peux dire, on est quand même accroupi. Mais c'est assez récent quand même, votre métier. Il y a une 50aine d'années, ça se pratiquait pas trop. Oui. Non, je disais, non, parce que tu parles, oui, tu parles d'un homme, vous êtes très jeune pour exercer ce métier.
Moi, je suis jeune. Non, peut-être pas, mais en fait... Non, mais moi, je parle en vous êtes bien général, je conservé. parle pas de... Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que je fais ce métier. Oh là Ouh là là, mais ça vient de loin, Ah, là. mais ça vient Mamie sort de ce corps. Ça remonte des catacombes. Hein. Oui, non, mais je comprends. Non, mais il y a une cinquantaine d'années, ça n'existait pas. Oui, ça existait moins. Ça Oui, existait moins. voilà. moins. Moi, je me C'était souviens pas. C'était plus discret, c'était plus... Voilà. Mais comment il faisait à l'époque en fait Eh oui. Il les enterrait comme Il y ça, avait il les des préparait rampes pas. réfrigérantes. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Moi j'ai connu ça, moi. La glace, il y avait la Il y glace. avait, La neige il y avait des rampes carbonique, sur le côté froide là. Ouais. Tu sais que ça faisait comme... Ah oui. Tu te rappelles mais, ça ça C'est coûtait nos très cher. parents ça. qui ont connu ça plutôt. Ça coûtait très cher. Nous, on est parce arrivé que au bon moment. C'était pas des cercueils, c'est des frigos en fait. Hein. Ouais, c'était Oui, ça. c'était des ouais. rampes réfrigérantes. Ouais. Après, Oui, ce qu'il c'est faut ça. dire Et aussi, oui, pour ça que ça a si surtout je servi. peux, Et si je le peux maquillage. ajouter, ce qui est important de dire aussi, parce que c'est vrai que nous, on est souvent confrontés aux familles, on a quand même de plus en plus de mal, nous, on a remarqué, à conserver les corps avec l'acharnement thérapeutique, les médicaments, etc. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à conserver les corps. Et c'est compliqué des fois de faire entendre et comprendre aux familles que à partir du moment où la personne est décédée, si les obsèques sont dans une semaine, qu'ils ne peuvent pas le voir tout de suite. Parce qu'effectivement, on fait faire les soins, nous, tout de suite ou le lendemain, hein, mais il est important que le corps quand même reste en partie réfrigéré quelques temps après les soins, surtout si les obsèques sont très loin, bon ça dépend bien sûr des cas, pour permettre que le soin on va dire... fixer en fait le soin et c'est vrai que voilà parce que les gens ont du mal à comprendre qu'après on peut pas faire machine arrière. C'est-à-dire que la thanato ne peut pas revenir et refaire un soin parce que, voilà. Donc, on a beaucoup de mal à faire comprendre ça aux familles et c'est important, justement, d'en parler, de leur dire, voilà, c'est pas pour les embêter qu'on leur présente pas leur défunt de suite, c'est pour que jusqu'au bout, ça se passe bien et qu'ils gardent une image positive du défunt parce que de voir un défunt qui nous appartient en décomposition ou qui ait des odeurs ou autre, c'est horrible pour la famille. Totalement. Et voilà, et nous, par rapport à notre métier, on a l'habitude et c'est vrai qu'on conseille les gens par rapport à ça, malgré que des fois ce soit compliqué à leur faire entendre. Voilà, ce qu'on peut comprendre également, on a envie de rester avec notre défunt. C'est pour ça, voilà. Beaucoup de psychologie vis-à-vis des familles. Le parcours de santé du défunt compte beaucoup. Si c'est des années de souffrance et des souffrances avec certains médicaments, parce que c'est des maladies difficiles à soigner, comme les cancers, et s'il y a un parcours de santé qui est très dur et très douloureux pour le patient, forcément le défunt, on retrouvera les marques, les stigmates de ce parcours, on le retrouvera sur lui. Donc forcément... Mais on dit souvent, ça dépend parce qu'on dit souvent, tiens, il est reposé. Il a un visage, moi j'ai entendu beaucoup de fois. En masse, on essaye d'enlever en fait l'image cadavérique. Les rictus ou les... Alors moi c'était la question, vous nous avez parlé donc du retrait du sang, le remplacement par le formol, et après quelles sont les autres étapes? On les masse, en fait pour faire circuler justement... tout le corps? Le visage plutôt? Le visage, les mains, les oreilles, tout. Oui, enfin là où, faut que ça passe. Quoi. Après, pour tout ce qui est intérieur, intestin, il y a des techniques particulières ou faut les masser? Non, je masse pas l'intérieur. Non. Non, je sais pas. C'est une nouvelle technique. C'est pas une embaumage. Ce n'est pas une embaumage. Non, je parlais pas. Elle ne touche pas les organes. Je parlais pas de retrait d'organes. Pour le même prix, on vous fait l'intérieur aussi. Les gaz qu'on a à l'intérieur. Oui, tout ce qui est gaz, ça sera enlevé en même temps que le sang. Ah, voilà, d'accord. C'est de ça que je voulais parler. Oui, tout ce qui, quand je disais le sang, c'était pour schématiser, mais en fait tout ce qui est gaz, tout ce qui est liquide intérieur, tout ce qui est liquide et gaz, voilà. Et vous pensez que ce métier est reconnu maintenant, parce que ça reste un métier un peu tabou, hein? Ça reste un métier tabou. Pourquoi pourquoi la mort est tabou Oui. Pourquoi la mort est tabou? Pourquoi la mort est tabou? Pourquoi? Parce que grâce à la médecine, ils nous font vivre quand même beaucoup plus longtemps. À l'époque, à 40 ans, on mourait, et il est mort, venez le visiter. C'était normal, c'était comme ça. Déjà 40 ans, bien. Alors nous, on a toujours visité les défunts et on les a veillés. Oui, ça c'est dans le rituel funéraire. Le problème, la religion a toujours vendu la vie éternelle. Donc il est très difficile au bout de 3000 ans, ou 2000 ans, et plus,
d'expliquer aux gens qu'on peut mourir. Et les gens n'acceptent, l'être humain n'accepte pas la mort, par la force des choses. Ouais. Donc, donc c'est tabou, forcément. Alors, à partir du moment où vous décidez, vous, dans votre démarche, que la vie est éternelle, comment vous pouvez voir un de vos parents décéder? Alors, il est toujours trop tôt. Alors maintenant, on peut mourir à 80 ans. Avant, 80 ans, c'était Mathusalem. Maintenant, 80 ans, c'est quand même encore jeune. Hein. Ouais. On va arriver à 90, on va dire c'est encore jeune. Donc, donc vous voyez ce que je veux dire, il n'y a que quand la personne est en déliquescence ou il y a un parcours de santé très difficile, où on accepte plus facilement l'idée du départ. Parce qu'il y a la souffrance du défunt. Mais pas accidentelle. Et alors là, justement, je rebondis. Parce que là, on a parlé justement des corps intacts, mort naturelle, etc. Mais pour la reconstruction des gens qui sont abîmés par un accident, c'est terrible ça pour vous. Au niveau émotionnel, comment vous pouvez gérer ça, par exemple? Ah, mais là, faut. Enfin... C'est de la reconstruction que vous faites. Est-ce qu'on peut présenter tous les corps à la Exactement. famille? Alors. Est-ce qu'il y a certains corps qu'on ne peut pas présenter, voilà. Certains corps qu'on ne peut pas présenter, je dirais oui. Oui. Bien sûr. Après, sur des accidentés, on peut toujours faire quelque chose. Après, faut que le pompe funèbre... Mais quand le visage est abîmé... Ça se reconstruit. Il faut voir si le thanato a les capacités de le faire. Donc, moi, je recommande fortement aux conseillers funéraires de ne pas prendre aucune décision concernant si on peut le faire ou pas. Il faut demander à un thanatopracteur. Je tiens à l'insister là-dessus, parce que le conseiller funéraire conseille les familles et organise les obsèques. Et nous, le thanatopracteur, on est vraiment spécialisé dans les soins de conservation et l'état du corps. Voilà, on est vraiment deux métiers différents. Liés, mais différents. Mais liés. Complémentaires, mais voilà, différents. Exactement. Et en fait, il faut que le thanatopracteur puisse dire s'il en est capable ou pas. Pour être franche, moi, ça fait depuis le mois de juin, j'ai passé mon niveau 1 de reconstruction faciale. Là, l'année prochaine, je fais mon numéro 2. Pourquoi? Parce que j'en ai marre d'entendre mise en bière immédiate sur des accidentés de la route, que ce soit des jeunes ou moins jeunes. C'est du remodelage que vous faites. Non, c'est pas que du remodelage. Non, sur des accidents violents. Au niveau visage, je parle. Il y a du travail quand même. Enfin, sur certains accidents, il y a quand même du travail. De reconstruction. Voilà. Une simple crème de maquillage ne sert à rien, là. Avec un petit fond de teint. Non plus. Non, il n'y a pas que ça. Enfin, je parle non, mais c'est difficile. Moi, j'ai déjà les visions dans la tête. Vous avez peut-être pas... Oui. Mais je ne veux pas avoir la vision. Cindy, nous ne sommes pas jaloux, on vous les laisse, les visions. C'est cadeau. Voilà. Gardez-les. Vous repartez avec, aucun problème. Après, je pense que ce que veut dire Cindy aussi, c'est qu'il ne faut pas, quand on reçoit une famille, donner l'espoir à la famille en disant « vous pourrez aller le voir ». Même pour un décès classique, une personne qui décède pas forcément accidentée, moi j'aime bien dire aux familles, on vous le présentera par exemple demain, sous réserve que notre thanato nous donne des informations. Et généralement, et même tout le temps, quand j'appelle, je dis s'il y a quoi que ce soit, de me faire un retour et que moi je préviens la famille, parce que Cindy peut me dire, ou une de ses thanatos, le soin n'est pas très bien passé, il est préférable que la personne reste une nuit en case réfrigérée, où le soin n'est pas du tout passé. Voilà, donc il est important de... En fait, c'est un métier où il ne faut pas donner d'espoir à la famille. Il faut leur parler franchement, leur dire franchement les choses, parce que c'est horrible pour eux de leur dire « vous pourrez aller le voir » et puis les appeler en disant « finalement, vous ne pouvez pas y aller ». Alors que si on leur a dit, plein d'images négatives. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la thanato elle a fait, voilà. Alors que si on dit « voilà, vous pourrez y aller à condition que » et je vous tiens au courant, ils sont déjà plus rassurés. Voilà, en leur disant, vous pourrez quand même le voir, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, c'est différent. C'est important de conseiller. Et d'être en relation tout le temps avec notre thanato, c'est important qu'ils nous communiquent les informations. Je vois qu'il y a une bonne liaison et indispensable. C'est un travail d'équipe en fait. C'est indispensable. Est-ce qu'il y a des mythes ou des anecdotes que vous avez vécues peut-être, ou une particulièrement qui vous a marqué? Comme nous sommes près d'Halloween, non, quelque chose qui vous a marqué. Nous sommes près d'Halloween, est-ce que vous avez un défunt, après être maquillé et compagnie, il dit finalement, je suis mieux qu'avant, je repars.
Après le Un soin, défunt qui non. me le dit non. Non. Non, mais Je on suis est pas pris mal, je d'Halloween, pars en c'est pour boîte. ça. Je pense que s'il y a un défunt qui se lève, je pense que moi j'arrête le métier. Surtout après le soin. Surtout après le soin. C'est que là, il y a un problème. Alors là, écoutez, là je rebondis. Je rebondis parce que c'est un de vos collègues, vous connaissez peut-être, hein? Il s'appelle Olivier Enfoux. Si vous permettez, il marque qu'il veut témoigner des choses extraordinaires qu'il a vues, senties, observées, vécues, des genres de fantômes, de corps en lévitation, de gémissements inexpliqués, de disparitions mystérieuses d'objets. Donc il a écrit plusieurs livres sur ça, sur des phénomènes que lui a vécus en faisant les soins. Des fois on n'en parle pas, on n'ose pas en parler pour ne pas passer pour des fous. Mais il peut se passer, non, des phénomènes, ce qu'on appelle inexplicables, ce que la science n'a pas encore expliqué. Des phénomènes paranormaux dans votre Voilà. Ah bah, en plus, moi j'y crois à fond. Donc... Vous en avez vécu? Oui. Ah, Ben vous n'êtes voilà. pas le seul, hein. Vous avez ce confrère. Ah non, mais je sais que de toute manière, je sais que je suis pas folle, vous inquiétez pas. Non, Je mais sais très je bien peux ce vous que Je sais dire. que tu n'es pas folle. Tout va bien se passer. Très intéressant. Oui, non, si. Alors, inexpliqué. Ouais, un qui m'a beaucoup marqué. J'étais partie dans une maison de retraite, très très loin de chez moi. Hiver, 18h, bon, c'est pour un peu mettre l'ambiance. Donc c'était ils avaient une chambre où il y avait un premier sas avec la petite cuisine, salle de bain, et le deuxième sas où c'était la chambre avec le balcon. Donc bon, on m'indique la chambre, j'ouvre le premier sas, et là, je plombe les valises. Enfin, les valises qui me pèsent un plomb. Sueur, il avait très très chaud, je ne comprenais pas. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je suis pas bien. Bon, je passe le premier sas, je referme la porte, pas bien du tout. Parce que je ne transpire pas, mais là, je transpirais quand même bien. Je passe le deuxième sas, donc le monsieur était à côté. Je dis, bonjour monsieur, je dis, excusez-moi, je suis pas bien. Je pose les valises, je dis, je vais faire un tour dehors là. Je vais faire un tour dehors, je me suis dit, je pense pas quand même, je vais pas appeler mon responsable de secteur pour lui dire que je vais pas pouvoir faire le soin parce qu'il va me prendre pour une folle. Bref, donc j'étais vraiment pas bien. Je commence à préparer mon matériel, je commence à dire bonjour au monsieur, lui dire ce que je vais faire, et tout et tout. Et là, en fait, quand j'ai déboutonné sa chemise, mon corps a fait froid, chaud. Et en fait, j'avais compris que ce monsieur venait de se pendre dans sa chambre. ah oui, d'accord. Comment j'aurais pu le savoir, en fait, que j'étais déjà au premier sas. Ah oui. Il voulait pas que je rentre, quoi. Il voulait Ouais. pas du soin. Ça a été très compliqué. Vous a- Après, ça allait mieux, quand même. Et parce que je lui ai expliqué et tout, enfin, voilà. Bah, 89 ans, enfin, moi, je suis pas là pour juger, hein. Bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est sa vie, enfin, voilà. Vous avez subi l'humeur du pendu. En quelque oui. sorte. Oui, il Voilà. voulait pas que... Senti le poids, ouais, pour moi, il voulait pas que... Qu'on s'approche de lui, qu'on le c'est touche. ça. Eh ben, il haïssait la maison, l'entourage, la société. Ben, si c'est pendu, c'est que il était dans le désespoir, le gars. Hein. Oui, je pense, oui. 89 ans, qu'est-ce que vous voulez Donc juger la haine, il fait, c'est pas. Donc il y a bien des corps qui n'acceptent pas les soins. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à Et fait. lui, il a Et accepté. ils vous le font savoir Vous comment. voyez, alors je vais vous parler de ma vous grand-mère. Je vais vous parler de ma grand-mère, parce que Oui. j'ai fait les soins de ma grand-mère. Donc vous comprenez que j'avais toute une famille dans le funéraire qui attendait mon soin. Hein. Et là, ma mamie elle voulait pas me faire passer ma canule dans son artère. Et oui. Je lui dis arrête mamie, hein. J'ai fait fais pas ça. Hein. J'ai dit là j'ai toute la famille derrière et tout. J'ai dit t'as intérêt de me laisse-moi passer. Et là pouf c'est rentré. J'ai fait ouf parfait nickel. Je vais essayer Ah de oui, aller. mais C'est bien. c'est extraordinaire. Mais non si il y a des corps Ah, qui ouais. on sent que ça refuse les soins. Il faut s'en approcher et les tutoyer, les morts, pour qu'ils vous reconnaissent. Bon moi je l'appelle pour leur petit prénom. Comme ça c'est un petit côté intime. Alors, j'ai dit tutoyer, il faut être proche. Quoi. Voilà, Ouais de toute manière on est proche pendant 1 heure et demie. Hein. mais Eh vous oui. êtes seul face Eh à lui. oui. Hein. Bah Ah, c'est ça, ça. oui. Donc quelque part. Entre vous, lui, il n'y a que la mort qui vous sépare, en fait. Oui, Ouais ou pas. Ou pas, Ou pas. C'est un grand débat. On vous invitera là, Oui, sur oui. les sentiers de l'étrange. Je pense qu'il y a une autre émission à faire. C'est une autre émission, parce que j'ai le Bon, plaisir ben, justement. on recommence à zéro. On On recommence refait là. Non, l'émission. ça nous intéresse parce que, je vous dis, moi j'ai le plaisir de présenter une autre émission qui s'appelle Sur les sentiers de l'étrange, avec, hélas, le décédé professeur Lignon, Oui. qui s'intéressait beaucoup
tous ces phénomènes parapsychologiques. C'est pour ça que je me suis permis d'aborder avec vous ce sujet. Ça me fait plaisir également que vous avez rebondi sur ça. Ah oui, c'est un métier, c'est quelque chose qui, forcément, qui me touche. Hein. Oui. On est dedans depuis. Non, vous êtes sensible. Le métier vous va bien. Le métier vous va bien parce que vous êtes sensible. C'est mon fils, quand j'étais enceinte de mon fils, qui m'a fait tout développer. Enfin, plus. Parce que lui, par contre, il les voit. Donc, plus, il y a une autre émission à faire. Attendez. Non, mais je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. En disant, mon fils, il les voit. Ah oui. Moi, des fois, il m'a fait... À quel âge là où il m'avait demandé de venir dans sa chambre pour parler, il devait avoir 7-8 ans. Oui, c'est là l'âge où ils sont très sensibles. 7-8 ans, Le monsieur, il fait que m'embêter, tu peux lui dire de partir, s'il te plaît. Donc il était dans sa chambre. Ah oui, il me l'a décrit, mais bon, moi je voyais rien, donc j'ai parlé à un mur. Mais bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie de ce témoignage. C'est dommage, on aurait pu le prolonger encore beaucoup plus, mais vous nous avez dit l'essentiel. Et on arrive, hélas, au terme de cette émission. Il aurait fallu prolonger encore et encore. C'était passionnant. Vous voyez, ça s'est bien passé. Très intéressant. Comme quoi, il y a des métiers qui vous amènent sur d'autres chemins, quand même. Sur d'autres chemins, absolument. Ah oui. On laisse une porte aux portes de l'inconnu. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Après, ça dépend, il y a des thanatopracteurs qui n'ont pas... Oui, c'est une sont question de sensibles. sensibilité. C'est la sensibilité, madame. Exactement. C'est ça. Exactement. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Merci, Ophélie. Ça a été passionnant, intéressant. On a appris beaucoup de choses sur un domaine très particulier. Merci à vous, Cindy. Voilà, vous avez abordé tous les sujets. Moi, je trouve qu'on a appris beaucoup plus que ce qu'on pourrait apprendre. Beaucoup plus. Ça, c'est les portes de l'inconnu. Ça, c'est les portes. Exactement. Beaucoup plus. Là, on a touché à la fin aux portes de l'inconnu. Elle nous a ouvert une autre porte. Et aussi un message d'espoir à travers ça. Oui, à travers ça, oui. Et de réconfort pour les personnes en deuil. Les défunts veillent sur nous plus que ce qu'on le croit. Parce que dans la chambre funéraire, effectivement, on entend aussi des choses. On a même une vidéo de notre caméra de surveillance en infrarouge qui a filmé comme une boîte de conserve qui bougeait toute la nuit, comme ça. Voilà. Mais je l'ai, la vidéo, je l'ai. Il va falloir la passer, là. Voilà. Je ne peux pas vous laisser dire ça sans qu'on voit cette vidéo. Et elle n'est pas trafiquée, parce que alors, moi, je suis jeune, mais alors je ne m'y connais pas du tout en informatique, vidéo, montage, etc. Mais effectivement, j'ai regardé la caméra dans ma chambre à 23h. J'ai appelé mon père à 23h en disant « Papa, je crois qu'il y a un fantôme dans la chambre funéraire. » Et effectivement, le lendemain, je lui ai montré et inexplicable. Bah écoutez, voilà. Ça lui plaît. Non, mais pas seulement, mais c'est pas parce que ce n'est pas parce qu'on n'explique pas les choses qu'elles n'existent pas. Tout à fait. Absolument. Voilà. Il faut le voir pour le croire, mais effectivement. Exactement. Et d'ailleurs, le professeur Lignon, grand mathématicien scientifique, disait que la qualité d'un scientifique, c'était d'abord le doute. Il ne fallait pas dire non, ça n'existe pas. Voilà. Il faut observer le phénomène. Il faut accepter de le voir, même si on ne veut pas le croire. Mais il faut accepter de le voir. Exactement. Et puis on va terminer l'émission. Bon, je dis une phrase, à chaque fois, la mort n'est pas une absence, mais une différence de présence. Tout simplement ce que je considère. La mort n'est pas un adieu. Voilà. Ben, sur ces belles paroles, merci beaucoup Ophélie d'avoir accepté cette émission. Merci également Cindy. Et puis c'est la tradition, on ne peut pas terminer sans une autre chanson. Tout à fait. Une chanson surprise. Et alors là, c'est la chanson surprise parce que je vais vous interpréter une chanson de Louane. Alors là, c'est surprise. Alors, avant que tu l'interprètes, je ne voudrais pas oublier qu'on remercie Fabienne, qui était ici au reportage photo, Merci Fabienne. Et qui est toujours, bien sûr, partie prenante de la radio. À ses côtés, une amie qui est venue également assister, Marie-Claude. Merci Marie-Claude. Qu'on salue, et puis merci à tous nos auditeurs, internautes qui nous suivent. Donc, c'est les invités de Georges, tous les mardis à 15h. N'oubliez pas. Voilà, merci à vous tous, portez-vous bien. Et justement, on va aller sur la porte de l'inconnu.
Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire c'est les voyages, c'est l'aventure. Une chanson fait revivre en souvenir. Des questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu dirais toi si c'était là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je ne tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin même si c'est fou. Les flous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Bravo, bravo, merci pour ponctuer la fin de cette émission. Merci beaucoup. Merci mon ami Guy. Avec plaisir. Toujours tes interventions percutantes et enrichissantes. Mes interventions, c'est grâce à ces dames. Hein. Mais absolument, c'est une belle complémentarité. Merci C'est elles Julien. qui me font intervenir. Super. Merci. Voilà, merci à vous tous. Bye bye et à très bientôt. Merci. Elles ont...